started. Get ready! For what? Ah, ok, j'arrête mes conneries. Ok. Non, j'ai essayé, voilà, je faisais ça comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Valou se repaye Star Wars 7 ou Star Wars 4, enfin je sais pas trop, on va en discuter. Un film de cette envergure qu'on attendait finalement comme quelque chose d'assez biblique, hein. Il y avait un ordre presque quasi religieux. Je sais que le Fossoyeur de film, par exemple, dans son après-séance en parle aussi. Moi, il a suffi que je voie les 900, voire peut-être les 1000 personnes dans ma salle pour comprendre que oui, effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre de la communion à aller voir Star Wars épisode 7. Et finalement, toute cette attente est tellement grande qu'elle t'empêche de prendre ton pied au maximum en voyant le film une première fois. D'où l'importance, et j'incite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à retourner le voir si vous y êtes allés. Parce que moi, je suis sorti de la première séance très déçu, vraiment très déçu. Je me suis même demandé à un moment si on se foutait pas un petit peu de ma tronche. Et la deuxième fois, c'est passé beaucoup plus vite. Tout le côté un peu poussif et un peu long avait complètement disparu par rapport à la première fois où j'y étais allé. J'avais trouvé le film vraiment long à démarrer. Et j'ai donc beaucoup plus apprécié la deuxième séance. Maintenant, est-ce que Star Wars 7 est un bon Star Wars? Ça, c'est la grande question. C'est un très bon divertissement. J'ai passé 2h10 vraiment magique. Je l'attendais beaucoup. Ce sera très compliqué pour moi, encore une fois, de faire cette vidéo. J'ai passé un moment fabuleux, surtout donc la deuxième fois, la Laser Ultra, on en a pris plein la tronche. Et évidemment, c'est quelque chose d'assez incroyable hein, pour moi de pouvoir faire cette critique de Star Wars. J'aurais jamais pensé pouvoir faire une critique de Star Wars un jour. Malgré ça, Star Wars 7 a des points positifs que je vais dire à la fin pour que vous gardiez quand même une bonne impression du film, parce que c'est un bon divertissement malgré tout, mais il est, comment dire, un peu gâché par une quantité de petits défauts, de petits bémols, notamment scénaristiques. Star Wars épisode 7 se rapproche finalement beaucoup de Star Wars épisode 4, et ça c'est quelque chose que quasiment tout le monde a vu. Et d'un point de vue scénaristique, J.J. Abrams est notamment appuyé par le scénariste de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, etc., d'Indiana Jones aussi. Malheureusement, la sauce ne prend pas, puisque c'est très feignant. Star Wars 7 est un film, à première vue, assez feignant dans sa manière de faire. Pour resituer les choses simplement, on a Tatooine, bon là c'est Jakku, c'est plus ou moins la même chose. On a R2-D2, mais cette fois c'est BB-8. On a Luke Skywalker, cette fois c'est Rey. On a Kylo Ren, qui est plus ou moins un Dark Vador, peut-être un peu plus intéressant, pas autant charismatique que l'était Vador, mais peut-être intéressant, ce sera dans les points positifs que j'y reviendrai. On a alors attention, il y aura beaucoup de spoilers dans la vidéo, on a la mort de Han Solo, évidemment, qui rappelle la mort de Ben Kenobi, voilà, un rite initiatique. Han Solo est un peu le guide qui va mener Rey vers la Force, un petit peu sans le vouloir. On a un commencement sur Tatooine où on va trouver un droïde qui va nous amener vers la rébellion, un peu comme Luke Skywalker le faisait déjà, je crois. I think he's searching for his former master, but I've never seen such devotion in a droid before. Et tous ces aspects-là, scénaristiques, s'acheminent vers le point qui m'a le plus déçu, c'est la bataille finale, où on détruit une énième étoile noire, sauf que là c'est la taille d'une planète, on s'est dit quitte à faire gros, tu vois, on a pris la chose au maximum, mais on va encore détruire une étoile noire, mais en moins bien. Star Wars épisode 4 le faisait mieux, on apprenait mieux à connaître les personnages qui vont partir dans l'espace, notamment le meilleur ami de Luke, Biggs, je crois. On avait vraiment une scène d'action, une scène aérienne où on ne respirait plus. Jusqu'à l'apogée finale avec le retour d'Han Solo, l'arrivée de Dark Vador pour empêcher Luke, vraiment, qui ressent la force petit à petit de détruire l'étoile noire. On a le fait de voir tous les escadrons de chasseurs détruits les uns après les autres. Cette fois-ci, on a la même chose, mais en moins bien. Puisqu'on ne s'attache pas assez aux personnages, c'est très brouillon. Ces scènes-là, pour moi, ont été des scènes de transition pour justement le point de vue scénaristique et la bataille au sabre laser, le duel entre Rey et Kylo Ren. Donc là, on a vraiment des scènes de transition. J'ai été assez déçu. D'autant plus que quand on voit par exemple l'échappée sur Jakku,
rien que pour citer Jakku, je pense que c'est la meilleure partie du film. C'est d'autant plus dommage que le scénario se perde un peu sur de la redite, puisque toute la partie sur Jakku, voilà, où on voit les vestiges de ce qui était probablement une guerre entre l'Empire et la Rébellion, le TBTT écrasé, le vaisseau amiral complètement détruit, tout ça est balayé par une suite vraiment dans la redite, et c'est assez dommage, encore une fois, puisque l'introduction, les 3 premiers quarts d'heure étaient vraiment très bons, ce qui amène à la découverte du Faucon Millenium et cette scène magistrale. Là, pour le coup, j'étais voilà, comme ça devant mon siège, comme un gamin, quoi, comme quand j'étais devant La Revanche des Sith, puisque ça a été pour moi mon Star Wars moment. J'étais comme un gamin en me disant, putain, mais c'est tellement beau, t'en prends plein la tronche, tu sais plus où ça va, ça tire à droite à gauche. Et les X-Wings arrivent, et là, pour le coup, à une scène près où elle est très bien filmée, où on voit justement Finn, donc, qui est le jeune Stormtrooper qui décide de quitter le Premier Ordre, un long travelling, Finn regardé comme ça dans les airs, et le X-Wings de Poe Dameron qui détruit TIE-Fighter sur TIE-Fighter sur TIE-Fighter. Cette scène-là est sublime, et c'est malheureusement la seule aérienne qui, pour moi, toutes les batailles voilà, de X-Wings qu'on attendait énormément ne sont que des transitions. Donc ça, c'est un autre problème du film, au même titre, par exemple, que certains personnages qui ne sont pas du tout intéressants, et qui pouvaient l'être. Je pense au capitaine Phasma, qui justement avait le mérite d'avoir énormément de promotion, de teasing, qu'on voyait beaucoup, et on se disait potentiellement un charisme et un bras droit de Kylo Ren et du Premier Ordre assez intéressant. Elle ne sert à rien. Mais alors vraiment à rien. Limite, je me suis dit, non mais là c'est du foutage de gueule. Je sais que la première fois que je suis allé le voir, bon, elle est là juste pour accentuer une péripétie, pour amener à une autre péripétie qui est la mort de Han Solo, puisque finalement tout d'un point de vue scénaristique s'enchaîne plutôt bien, même si c'est de la redite, et elle n'a aucun intérêt. Je trouve un petit peu dommage de montrer le leader suprême dès le début. C'est vrai qu'on le mettrait avec une bure, un peu comme Dark Sidious, on le montrerait que dans l'épisode 5 ou 6, ça aurait accentué le mystère. Bon là on voit déjà sa tronche, et à défaut de se dire que c'est Andy Serkis qui joue ce leader suprême là, et donc du coup d'anticiper le fait que voilà, la motion capture sera vraiment intéressante dans les épisodes suivants, à quoi bon? Autant garder un petit peu de mystère, on dévoile tout trop vite, comme on dévoile tout pas assez vite, par exemple sur ce qui se passe post-épisode 6. J'aurais adoré savoir, ça tient en un timbre-poste quand Han Solo dit à Finn et Rey, par exemple, que Luke a créé une nouvelle académie Jedi, que les choses ont mal tourné, etc. J'aurais aimé en savoir plus. Beaucoup plus. Que devient Lando Calrissian? Que devient Wedge Antilles? Que devient justement... Pourquoi cette république s'appelle maintenant la Résistance? Pourquoi l'Empire a pris le nom de Premier Ordre? Comment le Premier Ordre est devenu si intense? C'est des questions auxquelles j'aurais aimé avoir tes réponses en 2h15, à défaut d'aller sur une nouvelle planète, trouver une nana bigleuse pour chercher le sabre de Luke. Pourquoi le sabre de Luke est là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On le sait pas. Et ça reste en suspens, et ça malheureusement c'est des questions à mon avis qui n'auront pas de réponse. J'espère les avoir dans le 8 et le 9, sachant que, encore une fois d'un point de vue scénaristique, pour tous ceux qui ont vu le film, combien ne se sont pas dit, voilà on va avoir le 8, Rey va se faire entraîner par Luke sur sa planète un petit peu déserte, #Yoda, #Dagobah, pour finalement aller affronter une première fois Kylo Ren, #défaite, et puis dans le 6, alors là on aura l'empereur, etc., enfin le suprême leader. Je m'avance beaucoup évidemment, mais qui n'y a pas pensé? Qui n'y a pas pensé, étant donné que le 7 fait tellement copie du 4 en mieux, évidemment, en plus explosif, mais en moins bien, parce que le 4, c'était une découverte, finalement. Eux, ils inventaient tout. C'est comme ceux qui ont critiqué la prélogie, finalement. La prélogie inventait tout. Les droïdes, les clones, etc. C'était du nouveau, malgré les défauts. Là, on n'a rien de neuf. Alors on retombe en enfance sur pas mal de trucs, je pense quand ils sont dans le Faucon Millenium, redécouvrir la petite boule avec laquelle Luke s'entraînait dans le premier opus avec Obi-Wan. Musique de John Williams qui est très soignée, on retrouve les thèmes du 5e, on retrouve les thèmes du 6e, on retrouve évidemment le thème de la Force qui te donne des frissons à chaque fois. Tout ça c'est tout un tas de points positifs qui sont un peu englués dans un aspect de déjà-vu. Et c'est dommage, puisqu'il y avait tellement mieux à faire, et il y a eu, même pour moi, je veux dire, quelque chose de viscéral à retourner voir ce film-là pour en avoir une meilleure impression. Et au niveau du film long, poussif, qui met du temps à démarrer, j'ai été beaucoup plus séduit par la deuxième fois, comme il y avait des choses, par exemple, que je vais aborder dans mes points positifs, que je n'avais pas aimé la première fois et que j'avais adoré la deuxième.
Les deux premiers gros points positifs sont des personnages. C'est le personnage de Finn, donc l'ancien Stormtrooper joué par John Boyega, que j'ai trouvé incroyable de fraîcheur et de nouveauté. C'est un peu le Thug Life de Star Wars et ça fait plaisir de dire ça. Je dis pas ça parce qu'il est noir, attention, hein, même si ça joue un petit peu, mais le fait de d'avoir un personnage afro-américain, j'allais dire, mais on sait pas de quelle planète il vient, alors afro-coruscantien, afro-sulustéen, je sais pas trop, mais en tout cas afro, ça on sait. C'est quelque chose de vraiment sympa, il apporte beaucoup d'humour, c'est de l'humour un peu moderne, c'est de l'humour comme lui seul peut l'apporter par rapport à son côté un petit peu thug. Je pense par exemple à quand il est avec le capitaine Phasma, donc qui était son capitaine avant qu'il quitte le Premier Ordre, et qu'il la regarde comme ça, il fait « Ouais, Phasmara, c'est moi le chef maintenant !» Et genre t'attends juste qu'ils disent « Yo, négro !» et tout. Enfin voilà, c'est des trucs qui te donne un grand sourire quand tu le vois en fait, parce que tu te dis, voilà, par exemple, c'est de l'humour qu'il n'y avait pas dans l'ancienne trilogie. Quand on voit Finn dire à Rey, sinon pourquoi tu parles de Jakku, t'as un copain, enfin je veux dire un petit copain, ça c'est des trucs, tu peux pas le voir dans l'ancien Star Wars, peut-être par Han Solo, parce que voilà, lui il était un peu dans le même registre, mais accentué, moderne, et je trouve que c'est la vraie bonne surprise de ce Star Wars. J'en ai des barres rien qu'à m'imaginer Finn dans Star Wars 7. Mais le réveil de la Force, c'est surtout le réveil d'un personnage neuf, frais, et ça fait du bien, puisque si on est content de revoir Han Solo, Chewie, etc., Leia a pris un coup de vieux, une minute de silence, Leia never forget. Si on est content de voir les anciens, ça fait du bien de savoir que les nouveaux sont aussi très intéressants, et qui dit nouveau, dit évidemment Kylo Ren ou Adam Driver, qui jusque maintenant n'avait fait que Girls et 2-3 films comme ça, j'ai regardé sur Wikipédia et sur Allociné. Il est même pas mis dans le registre des films, donc ça devait être vraiment des tout petits rôles, mais il avait un rôle important dans Girls. C'est pour vous dire que là, le voir en Senior Sith, ça pouvait être une nouveauté. Très sincèrement, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que le personnage, l'acteur en lui-même, était beaucoup plus charismatique avec son casque, parce que dès qu'il en faisait, ça faisait un peu gamin prépubère. Moi, je trouve qu'il a un air à la Jeff Goldblum dans La Mouche, au niveau des cheveux, au niveau du Blair, malheureusement, hein, et au niveau de la manière de jouer, très intéressant, puisqu'il est aux antipodes d'un Vador, d'un Count Dooku. C'est une première, là aussi. C'est quelqu'un qui est attiré vers le bien. Et ça, je trouve que voilà. Qu'est-ce que J.J. Abrams a apporté à Star Wars 7, c'est ça, c'est l'attrait de la lumière quand tu es du côté obscur. Personne n'en avait jamais entendu parler avant, le côté obscur est beaucoup plus séduisant, beaucoup plus facile. Et là, c'est quelqu'un qui a été, visiblement, très jeune, attiré par le côté obscur et qui maintenant se demande si c'est vraiment sa place, et il est partagé en deux. Et voilà, on voit quelqu'un du côté obscur qui est avant tout humain, là où Dark Vador, aussi charismatique soit-il, était une machine de guerre, le mec c'était un robot, il fallait surtout pas l'emmerder, etc. Là, on a un Adam Driver, un Kylo Ren qui joue la carte de l'humain, qui va péter des câbles pour rien, qui va tout niquer à coups de sabre laser, ça donne une scène assez marrante d'ailleurs, où il apprend justement que Rey s'est échappé de la Death Killer, et où il va prendre son sabre, plutôt bien utilisé, et je sais qu'il y avait des gens qui s'étaient un peu moqués de ce sabre-là, il est très bien utilisé avec les deux. Ça fait un peu épée de Templier, comme l'a dit mon père, parce qu'on est allé le voir ensemble. C'est vrai que finalement, il y a toute une institution un petit peu sur qu'est-ce que Star Wars au-delà du temps et dans notre histoire à nous. Donc voilà, beaucoup de références. Et ce sabre est bien utilisé, et justement, Kylo Ren va s'en servir pour foutre le bordel dans sa salle, et là, il y a 2 Stormtroopers qui arrivent, qui entendent le bruit, et qui se retournent aussitôt en mode non, vas-y, on va faire autre chose, on le sent pas là. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on a un personnage ambigu, complexe et vraiment très intense, qui est attiré par le bien et qui va tout faire jusqu'à cette scène magnifique où je me suis demandé si les fans du premier ordre, du premier temps de Star Wars n'allaient pas gueuler. Attention spoiler, la fameuse mort de Han Solo qui est très bien emmenée, tu la sens venir à 5 km, évidemment, mais elle est parfaitement bien mise en scène. C'est décevant puisque c'est encore le rite initiatique d'Obi-Wan qui va se sacrifier, lui c'est pareil, une énième histoire de père de fils. Bon, on voit que voilà, il manquerait plus que Rey ce soit la fille de Luke Skywalker cachée, et puis on partirait encore sur des trucs. Laissez ces familles tranquilles, laissez le côté consanguin, inceste à la première trilogie. On n'en est plus là maintenant. Et au moins une chose est sûre, Finn ne sera jamais le frère de Rey. Bon ça, y a pas de problème. Mais voilà, Kylo Ren, une vraie bonne surprise, un méchant qui va gagner en intensité, je pense, dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9. C'est un peu l'image, en fait, Kylo Ren, de ce Star Wars 7. C'est un réveil, c'est un retour, c'est une bonne suite. Malheureusement, ça tend du côté du
pas du reboot ni du remake, mais de la redite. C'est un peu réchauffé, mais c'est un très bon divertissement, c'est un Star Wars d'introduction. On va introduire quelque chose de différent, on va introduire un 8e et un 9e épisode qui peuvent être, à l'instar de l'ancienne trilogie, les vraiment points d'orgue de la trilogie, de la saga. Et j'attends beaucoup de ça, je sais que c'est Colin Trevorrow qui sera en charge du 8 ou du 9. Peu importe ce qu'on dira de Jurassic World, je pense que la réalisation était soignée, donc là-dessus, avec le fait que J.J. Abrams est le scénariste de l'épisode 5 et 6, que je vous mettrai en bas puisque j'ai plus son nom en tête, reviennent aussi, on peut avoir quelque chose de très intéressant. Et il y a vraiment un côté frustrant à regarder Star Wars 7, puisque ils ont une paire de couilles pour vraiment faire mourir Han Solo, pour passer totalement outre l'univers étendu. Moi, j'ai ragé un petit peu, même si c'est vrai que, bon, voilà, il faut amener quelque chose de nouveau. On va pas forcément prendre l'univers étendu et tout ce qui a été dit post-épisode 6 et le remettre au cinéma, ce serait pas drôle. Mais voilà, tout l'univers étendu a été mis de côté. Il y avait beaucoup de choses pour faire rager, au final je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. C'est un film vraiment à aller voir, je vous le dis 2 fois pour l'apprécier à sa juste valeur, pour pas être trop emprisonné par l'attente grandiloquente qu'on peut avoir dès le générique, en se disant « Ah là, ça va être fantastique !» et au final être déçu parce qu'on n'a pas vu la moitié des choses qu'on fait. Donc voilà pour cette critique. Il y a du point positif, les images sont sublimes. On retombe vraiment en enfance. Il y a beaucoup de petites références à droite à gauche. Sur la cantina, par exemple, qu'on voit sur la planète qui ressemble à Endor, là aussi une petite référence. Sur le fait qu'ils auraient peut-être pu introduire des planètes un peu différentes, comme l'avait fait la prélogie avec Kamino, Geonosis ou Mustafar. Mais c'est tellement explosif, et c'est vrai que tu passes tellement un bon moment, c'est tellement, voilà, le retour du faucon, etc., le bruit des T-Fighters dans l'espace, des scènes un petit peu grandioses, par exemple quand on voit des T-Fighters approcher avec une musique de John Williams qui embrase un peu l'atmosphère sur un coucher de soleil qui sont magistrales. Tellement d'attentes, tellement d'envie, que oui, bah fatalement, Star Wars 7 laisse sur sa fin et te donne en tout cas envie d'aller voir les suivants. N'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous, parce que là j'attends vos commentaires. Star Wars 7, si j'ai pas minimum 50 commentaires, j'arrête les critiques, parce que là pour le coup il y a vraiment des choses à dire. J'espère que vous aurez aimé mon point de vue, j'espère que vous donnerez un point de vue différent. Je vous donne rendez-vous pour les Value Awards. Attention, l'interlude numéro 3 qui arrivera dans pas longtemps. Je vais resituer un petit peu toute l'année 2015 au cinéma qui a été génial. Et comme le dirait Maître Yoda, à Star Wars Battlefront, tu joueras. Voilà. Je m'en suis pas trop mal sorti. Bisous les enfants.